Donc je parle pour l'association qui s'appelle le Collectif des associations citoyennes. Pour nous, l'association est un lieu de construction du politique. Nous, c'est donc le Collectif des associations citoyennes. C'est un collectif qui rassemble des acteurs associatifs de secteurs extrêmement divers. On a aussi bien des associations sur la culture que de la solidarité internationale, que l'éducation populaire ou le secteur social. Et donc ce collectif veut créer un espace commun pour penser et comprendre et agir sur les causes d'affaiblissement des associations et sur les facteurs de renforcement des associations, les associations entendues comme des espaces non lucratifs, d'émancipation politique et sociale, tournés vers l'intérêt général, des espaces de construction ou de consolidation des droits humains fondamentaux, des espaces de lien, de soins, des espaces de lutte pour rendre visibles des enjeux sociaux et environnementaux invisibilisés. Bref, des espaces qui sont absolument essentiels pour que notre démocratie soit vivante et des espaces aussi essentiels pour essayer de penser et d'agir sur la bifurcation nécessaire pour essayer de rester dans un monde vivable. Et c'est en ce sens, pour nous, que l'association est politique. Or, on observe quatre facteurs, quatre causes d'affaiblissement de ces espaces et quatre possibles antidotes à se saisir, possiblement, enfin on l'espère en tout cas. La première cause d'affaiblissement, on le qualifie de marchandisation des associations. En France, on assiste depuis de nombreuses années à une transformation des financements publics des associations. On observe un recul de la subvention, donc un recul de la redistribution. La place des subventions dans la part des recettes associatives a baissé de 41% entre 2005 et 2017, quand la part des ressources marchandes a, elle, augmenté dans les recettes associatives de 34%. La subvention, c'est bien de la redistribution et la définition de la subvention, telle qu'elle est inscrite dans la loi, rappelle qu'elle finance une initiative citoyenne sans que le financeur ait à demander de contrepartie à ce financement. Par ailleurs, ce qu'on observe aussi, c'est que le financement public remplace progressivement la subvention de fonctionnement par de la commande publique, ce qui change complètement le rapport des pouvoirs publics à l'association et ce qui change aussi le regard qu'on porte dans notre société à l'association. C'est-à-dire qu'on est passé d'une politique ascendante où deux ou plusieurs personnes se mettent ensemble pour essayer de rendre visible un besoin ou répondre à une lutte ou voilà, à une politique descendante de commande publique où c'est le pouvoir, la collectivité territoriale, le pouvoir public qui décide dans quel cadre on va inscrire cette subvention, donc qui décide des cadres généraux dans lesquels doit s'inscrire l'association. Cette transformation, pour nous, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, mais ça s'inscrit dans la politique néolibérale à l'œuvre, qui a inscrit deux grands cadres collectifs. Le premier est la règle du marché unique européen, qui s'impose à tous. Dans ce marché unique européen, les associations sont des entreprises comme les autres. Il n'y a pas de statut associatif au niveau européen. Donc on doit se plier à la règle d'or du marché unique, qui est la concurrence libre et non faussée. Et donc, dans ce cadre-là, la subvention de fonctionnement peut venir contrecarrer cette règle. Deuxième grand cadre de la politique néolibérale, c'est l'inscription dans nos services publics et par ricochet dans les associations d'une nouvelle gestion publique, le New Public Management, qui applique aux associations la rationalité financière, la culture du résultat,
la performance, de l'évaluation quantitative, du management par objectif, bref, qui nous inscrit dans une logique totale de croissance. Pour répondre à ces logiques néolibérales et à ces injonctions du marché unique européen, en France, on voit se développer les appels à projets, les appels d'offres, qui ne sont pas contradictoires avec cette règle européenne. Et donc, on a vu émerger, mais alors c'est un processus long, hein, je vous parle des 20-30 dernières années, d'une concurrence entre les associations, puisque c'est aussi la logique insufflée par ces cadres, donc d'une concurrence entre associations, d'une concurrence également avec des acteurs du privé lucratif. Et puis on a tout un courant depuis les années 2000 de l'entrepreneuriat social qui s'inscrit dans cette logique néolibérale et qui vient nous apporter un récit en fait que l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur pourrait mettre ses moyens économiques et les techniques de l'entreprise privée lucrative au profit d'une cause environnementale ou sociale, et que finalement c'est peut-être la bonne manière de faire, cette manière-là, et que les associations, avec leur intelligence collective, leur capacité à s'organiser collectivement, sont ringardisées, ça ne fonctionne pas, et par contre l'entreprise, elle, le modèle de l'entreprise qu'on s'approprie à travers cette notion d'entrepreneuriat social, fonctionne. Et d'ailleurs, le grand tenant de l'entrepreneuriat social, qui est le groupe SOS en France, dirigé par Jean-Marc Borrello, a sorti un livre qui s'appelle « L'entreprise doit changer le monde ». Donc on est vraiment sur ces logiques entrepreneuriales. Et cette notion d'entrepreneuriat social qui n'existe pas en droit recouvre en réalité une majorité d'associations. Et l'antidote pour nous est d'appeler, entre autres, c'est une des pistes possibles, comme vient de le faire la 3e chambre de l'État, le Conseil économique, social et environnemental, d'appeler à soutenir, à accroître le soutien financier aux associations en priorisant la subvention et en consolidant sa définition pour en faire le mode de financement principal, en la préservant des règles de concurrence et en construisant des modes de distribution plus démocratiques, c'est-à-dire essayer de préserver, essayer de réfléchir collectivement, et c'est aussi ce qu'on appelle à faire, comment on peut trouver des nouvelles façons de distribuer cet argent public, qui est notre argent commun, pour le préserver du clientélisme et du discrétionnaire politique, parce que c'est bien le problème, on voit bien la subvention aussi a beaucoup de... il y a beaucoup de choses à revoir dans le modèle actuel. Je vous invite donc à lire ce rapport qui souligne que le renforcement du financement des associations est une urgence démocratique, et j'ajouterais que c'est une urgence démocratique face à la montée des idées d'extrême droite qui se nourrit pleinement de cette fragilisation des espaces du collectif et de ce délitement des liens sociaux. Donc voilà, donc ça c'était ce qu'on décrit nous dans ce terme de marchandisation qui est une des premières causes d'affaiblissement du monde associatif. La deuxième cause d'affaiblissement, c'est la transformation des financements vers de la commande publique qui nourrit un processus d'instrumentalisation des associations qui se positionnent ou sont perçus par les pouvoirs publics comme des prestataires de services, des opérateurs chargés de mettre en œuvre une politique publique pensée sans elle, alors que si on regarde dans l'histoire, on voit bien que les droits que nous avons conquis, les politiques publiques qui se sont montées, sont la plupart du temps à l'origine d'une organisation collective, de lutte collective, et que donc cette instrumentalisation, elle est aussi une perte de ses capacités, de faire collectif. Finalement, l'association aujourd'hui, avec le développement des appels d'offres, des appels à projets, n'est plus financée pour ce qu'elle est, mais elle est financée pour ce qu'elle fait. Et un membre de notre collectif expliquait ainsi, on le voit partout, ça c'est la réalité quotidienne des associations. Alors attention, je voudrais faire j'ai oublié de le dire peut-être au début, on parle des associations
on parle d'une partie du monde associatif qui est la partie financée, employeuse, qui est une petite partie du monde associatif. La dynamique, en France, le monde associatif est extrêmement dynamique. Il y a 200 associations qui se créent chaque jour en France. Donc on est dans la partie, on va dire, la partie financée du monde associatif. Et un membre de notre collectif rappelait le temps fou qu'on passe à courir, que ces associations passent à courir après des appels à projets. Et dans cette course, l'association oublie parfois son objet et peut répondre à des appels qui dégradent les conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes. Par exemple, un appel d'offres pour des centres d'accueil pour demandeurs d'asile où le nombre de professionnels est bien moins, important que ce qui est que les besoins, quoi. Et dans cette course-là, finalement, on devient acteur d'une dégradation des services publics. Or, voilà, c'est un corollaire, c'est-à-dire que l'affaiblissement des services publics s'appuie aussi sur cette façon de faire par des associations un sous-service public. Alors que justement, pour nous, ces cadres du collectif, enfin ces lieux du collectif, peuvent être le creuset de la création de politiques publiques, justement pour essayer de repenser la manière dont on fonctionne aujourd'hui, de création de droits, d'alerte justement, donc l'antidote pour nous, et de construire un cadre, de revendiquer en tout cas un cadre qui puisse garantir cette capacité d'interpellation des associations, de sortir de la logique d'appel à projet qui met les associations donc en concurrence entre elles, dans une logique de récupérer une part de marché qui parfois perd complètement le sens premier de ce qu'est une association. Moi, je viens d'avoir l'exemple de plusieurs associations d'un territoire qui, face à un appel à projet extrêmement dégradé en protection de l'enfance, collectivement se sont organisées pour refuser de répondre à cet appel à projet. Ils ont failli arriver à faire en sorte que la collectivité, le département en l'occurrence, revienne sur son projet et construise un projet un peu plus qualitatif, on va dire, en phase avec les droits humains fondamentaux des enfants. Mais dans ce contexte ultra concurrentiel, finalement, il y a une troisième association qui est arrivée d'un territoire, d'un territoire autre, et qui a accepté de répondre à cet appel à projet en cassant ainsi la logique de résistance et dans une optique de prise de part de marché. Vraiment, c'est dans cette optique-là qu'elle est arrivée, sans connaître ni la problématique qui était demandée, c'était une prise en charge d'enfants avec des situations extrêmement complexes en protection de l'enfance, ni aucune connaissance du territoire, ni du réseau associatif du territoire qui s'était constitué. Voilà, donc on peut voir là les effets de ce cadre néolibéral, quoi. Troisième cause pour nous d'affaiblissement et corollaire des processus de marchandisation et d'instrumentalisation, c'est la managérialisation des associations, c'est-à-dire l'entrée, pour répondre à ces appels d'offres, à ces appels à projets, à ce contexte-là, l'entrée dans les associations de techniques de management issues de l'entreprise privée lucrative, perçues comme seul management légitime, marquée par des logiques productivistes. Cette course au projet, on est toujours dans le projet d'après et on n'arrête pas de dire on est la tête dans le guidon parce qu'il faut produire. Inscrite dans la logique de la croissance, alors qu'il existe d'autres formes d'organisation collective possibles et que l'espace associatif pourrait être ce lieu de réflexion, et l'est quand on le peut, parfois douloureux, ce lieu d'apprentissage, d'autres formes d'organisation du travail, d'autres formes d'organisation démocratique, pour déconstruire les schémas dominants. Ces trois causes, je ne sais pas du tout où j'en suis, mais ça va, j'ai encore un peu de temps. Ces trois causes nourrissent un contexte de répression des libertés associatives qu'on observe aujourd'hui. On observe en France que les positionnements critiquent la fonction d'interpellation des associations est de moins en moins acceptée.
Le financement public aujourd'hui semble devoir s'accompagner d'une soumission à la politique gouvernementale à l'œuvre. Et pour nous, cette répression des libertés associatives est la résultante des 3 premières grandes causes d'affaiblissement que je viens de décrire. Marchandisation, managérialisation, instrumentalisation de ces espaces citoyens. C'est-à-dire que la transformation du modèle de financement associatif fait qu'aujourd'hui, on ne trouve plus légitime que les associations perçues et positionnées comme des opérateurs aient une parole critique, une parole politique, encore moins qu'elles s'inscrivent dans un projet politique. Et les associations ont elles-mêmes assimilé cette notion de neutralité, et aujourd'hui on voit bien qu'elles s'interrogent 1000 fois avant de s'inscrire dans un projet politique. On a vu des débats sans fin sur est-ce que dans nos communiqués de presse, là, avec l'arrivée, avec les dernières élections, est-ce qu'on appelait à voter contre l'extrême droite? Est-ce qu'on appelait juste à voter? Est-ce que... voilà, c'était des débats extrêmement denses dans beaucoup d'associations. Bon, peut-être pas le collectif des associations citoyennes, mais... Et finalement, on peut parfois être à la limite de devenir des alternatives, enfin de se revendiquer comme des alternatives qui permettent au système actuel de se maintenir. On inscrit ces 4 causes de dévitalisation des associations dans le projet du néolibéralisme. Le sociologue Pierre Bourdieu, je vais y arriver, disait que le néolibéralisme est une utopie en cours de réalisation d'une exploitation sans limite, dont une des clés est la destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Donc tenter de faire collectif, tenter de faire association est donc un danger pour le néolibéralisme. Et face à ce rouleau compresseur, on essaye donc de penser des pistes de démarchandisation de ces espaces du collectif. Quelles sont ces pistes? Alors, un des premiers pas qu'on a tenté de faire, c'est de construire un observatoire citoyen de la marchandisation des associations, un espace collectif d'une vingtaine de réseaux et d'associations, avec un conseil scientifique d'une quinzaine de chercheurs, chercheuses. Et on a sorti un premier rapport qui tente de poser une analyse de ces processus de marchandisation et financiarisation à l'intention des associations. C'est-à-dire que c'est pour essayer de prendre conscience de ces logiques de marché qui nous traversent. Et moi, j'aime bien rappeler un slogan qu'utilisait ACT UP au début des années 2000, ou plutôt dans les années 90 d'ailleurs, qui était « savoir égale pouvoir ». Et c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de déconstruire ces logiques-là, ces mécanismes à l'œuvre, pour ensuite essayer de les contrer. Notre deuxième rapport qu'on est en train de préparer, qui devrait sortir à la fin de l'année prochaine, non, au début de l'année prochaine, merci beaucoup Isabelle, on tente d'explorer des pistes de démarchandisation du monde associatif. On pense qu'il faut préserver ces espaces essentiels des logiques de marché et donc revendiquer qu'ils relèvent de l'intérêt général et à ce titre font partie de ce que l'Union européenne appelle des services d'intérêt généraux non économiques. En fait, on a déjà essayé de chercher quels sont les espaces juridiques dans lesquels on pourrait s'inscrire pour protéger ces espaces des logiques de marché. Or, il en existe. Les services d'intérêt général non économique permettraient aux associations d'être préservées des règles de la concurrence libre et non faussée. Elles pourraient alors ne plus être considérées comme des entreprises, mais cette bataille politique, elle est immense, d'autant plus que beaucoup d'associations refusent d'être considérées comme non économiques, et à très juste titre. Elles revendiquent de faire de l'économie, et elles ont tout à fait raison, mais sauf qu'on pourrait imaginer défendre une autre économie, et pas celle du marché roi, de la finance, de la croissance mortifère. Les associations s'inscrivent dans cette autre économie possible, redistributive, réciprocitaire. Finalement, comme le pensait l'économiste Karl Polanyi, elle permet de réencastrer l'économie dans la sphère sociale, c'est-à-dire que l'économie doit répondre aux besoins sociaux et non plus l'inverse. Ensuite, on pense nécessaire de reprendre la bataille de l'accès à l'argent public, alors que l'accès au capital est aujourd'hui
très mise en avant par beaucoup d'associations. Pour nous, l'accès à l'argent public est une bataille politique importante pour préserver les associations d'une financiarisation en cours. Alors ça, c'est le deuxième palier après la marchandisation, c'est la financiarisation qui a lieu actuellement, c'est-à-dire la transformation actuelle des financements privés vers de l'investissement à impact. On observe aujourd'hui que tous les grands acteurs financiers, les fonds d'investissement, les banques, cherchent à rendre propres leurs investissements et donc s'intéressent à tout le champ de l'économie sociale et solidaire. Et ça marque un changement de paradigme profond qui pourrait se résumer ainsi. La subvention est dépassée. Donc on arrête de chercher des subventions, on entend partout qu'il faut repenser, les associations doivent repenser leur modèle socio-économique, parce que finalement la subvention est en train de disparaître et c'est acté, et donc maintenant il faut chercher de l'autofinancement, il faut trouver des manières de se financer autrement, et il faut aussi aller vers de la logique d'investissement. Et donc ça répond à une attente vraiment des grands acteurs de la finance qui se dirigent maintenant vers une notion qui date des années 2010, qui est l'investissement à impact, qui veut faire, qui nous raconte, qui nous explique, qui nous lance un nouveau récit, qu'on peut faire à la fois du bien, c'est vraiment comme ça que c'est dit, mais aussi du profit. C'est-à-dire qu'on va pas, on ne perd sur aucun des tableaux, on fait du bien et du profit. Et ces nouveaux modes de financement représentent un puissant carcan pour les associations. Elles les entraînent dans une logique totalement productiviste, alors là même de croissance totale, à l'opposé de la nécessité de repenser la place de l'économie dans notre monde et en fait de rester dans un monde business as usual. Donc pour nous, l'accès à l'argent public, est-ce que j'ai encore un peu de temps ou j'ai dépassé ? Bon. Donc l'accès à l'argent public est une bataille politique importante parce que l'argent public, c'est notre argent collectif et les subventions aux associations pourraient être une bataille à mener pour que le mode de distribution soit plus transparent, plus démocratique, pour que leur attribution puisse être dégagée de toute tentative d'instrumentalisation. Alors, dans nos pistes, alors on a 3 pistes que sont essayer de voir comment on peut socialiser cet espace-là, étendre la notion de social à l'espace des associations. On essaye de penser comment on peut aller voir chez nos voisins belges comment ils financent un secteur très particulier qui est celui de l'éducation permanente, qui est l'équivalent de l'éducation populaire en France, où ils ont un financement pérenne sur de la très longue durée, avec, dans l'article 1 du décret, la garantie, enfin même pas la garantie, la mission qu'ils ont d'être une critique des pouvoirs établis. Et la 3e piste, c'est redonner du souffle à l'interpellation citoyenne, seule capable, selon nous, de revendiquer une nécessaire bifurcation face aux grands enjeux sociaux, écologiques, économiques et politiques qu'on a face à nous. Et on s'appuie sur ça sur 3 notions importantes pour nous. La notion du commun, comment on organise collectivement le moyen de préserver et de faire fructifier nos ressources communes, ressources en termes extrêmement larges, le principe de coopération pour sortir de l'idée de compétition et de sortir d'une visée uniquement utilitariste et pour soigner nos liens d'humanité, et la notion de décroissance, mais dans une optique vraiment de bien vivre, c'est-à-dire s'inscrire dans un monde où on voudrait ensemble retrouver, je ne sais pas, nos capacités d'organiser le bien vivre en respectant nos limites pour vivre correctement. Je vous remercie.